Normal. Moi, je vous entendais très bien. Là, ça marche. Que... Ça Là, fonctionne ça de marche. nouveau. Bon, bah, très Je bien. le confirme, ouais. Bon, bah, bon, c'est bien. Bonjour à tous. Tout le monde est en place? Nos Tout, invités? tout le monde est en place. Bonjour, Monsieur le Bon, c'est Président. parfait. Bon, écoutez. Eh bien, bonjour à tous, mes chers collègues. Nous poursuivons les travaux de la commission d'information, création, diffusion et acquisition de connaissances. Comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Nous entendons ce matin M. Nicolas Parpex, directeur French, French Touch Capital et pilote du plan French Touch à BPI France. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Notre mission d'information s'intéresse aux impacts multiples des systèmes d'IA générative, comme non générative, sur le secteur culturel ainsi que sur le système éducatif. Nous tenions à entendre BPI France au titre de son action auprès des industries culturelles et créatives. En 2020, BPI France a lancé le plan French Touch que vous aviez présenté, M. Parpex, comme, je cite, un plan stratégique, systémique et appuyé sur un continuum sans couture de financement, d'investissement et d'accompagnement. En mars 2022, vous indiquiez avoir mobilisé plus de 2,5 milliards d'euros au service d'industries culturelles et créatives. L'irruption de l'intelligence artificielle générative a-t-elle eu un impact sur les financements consentis par BPI France? Des appels à projets spécifiques ont-ils été lancés en lien avec le déploiement d'outils d'intelligence artificielle au sein des industries culturelles? Quelles attitudes observez-vous au sein de ces industries vis-à-vis de l'IA générative? En particulier, les financements de BPI France pourraient-ils être mobilisés pour créer des systèmes d'IA souverains qui aideraient les industries culturelles à se détacher des technologies américaines? Ce sont les premières questions que nous souhaitions vous poser. Je vais vous passer la parole pour un propos liminaire d'à peu près 5 minutes, à la suite de quoi Madame Calvez, Madame la rapporteure, vous posera elle-même les questions qu'elle a préparées à votre intention. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. En 5 minutes, en effet, vous l'avez fait, vous rappelez le contexte de l'action de la Banque publique d'investissement. Dans le domaine des industries culturelles et créatives, ça faisait plus longtemps que ça que la Banque publique s'intéressait au sujet, mais elle a eu une démarche, on va dire, structurée et coordonnée à partir de 2020, avec ce plan French Touch qui, en effet, vous l'avez dit, a un double objectif. Le premier étant de coordonner l'ensemble de nos actions de financement, d'investissement et d'accompagnement des entreprises à travers donc une boîte à outils complète d'aide à l'innovation, de garantie bancaire, de prêts bancaires, d'investissement, fonds propres, de conseils, etc., avec une attention particulière au sujet des entreprises culturelles et créatives, au motif que, mais je pense que ici tout le monde est parfaitement sensibilisé à cet état de fait, que c'est un enjeu de puissance économique, de rayonnement et de compétitivité pour la France. C'est pour ça que BPI France a accordé une attention particulière et est sorti un petit peu de son positionnement généraliste habituel sur le sujet. Le deuxième objectif, qui est un peu moins directement financier, mais qui est aussi important dans le domaine de l'IA, c'est que le plan French Touch a aussi vocation, avec l'ensemble des partenaires publics et privés, à faire émerger un récit commun de l'économie créative en cassant les silos entre les différentes catégories d'acteurs, les startups, les grands groupes établis, les institutions et les différents secteurs, avec une conviction assez forte qui est qu'on assiste à une hybridation et une convergence de plus en plus forte des modèles économiques, et les grands enjeux et les grandes transformations technologiques comme l'IA, évidemment, accélèrent ce processus. Donc, l'innovation technologique a toujours été un des axes stratégiques majeurs de cette initiative, et force est de reconnaître que le développement vertical de l'intelligence artificielle, et notamment de l'intelligence artificielle générative, a accéléré un petit peu la prégnance et la prépondérance des enjeux de transformation technologique dans toutes nos actions.
sur l'ensemble encore une fois, des objets de la plateforme, c'est-à-dire sur la partie continuum de financement, mais aussi sur la partie éducation, sensibilisation, formation, compréhension des enjeux, parce que la réalité, ça c'est ce qu'on constate quand même au quotidien, c'est qu'avant de construire des projets d'entreprise ou même de transformer son entreprise sur le sujet, il y a quand même un temps à passer pour bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les outils, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. C'est vrai qu'on a pu assister à une période un peu d'effervescence où on utilisait les outils sans avoir complètement pris la mesure du cadre stratégique dans lequel on pouvait le faire, quoi. Donc, une fois qu'on a dit ça, concrètement, mais ça va faire le lien avec mes augustes mandants et voisins, on a adapté, et en tout cas, on a pris ce sujet dans l'ensemble des deux engins de la plateforme sur le continuum et sur la partie, on va dire, de construction d'écosystèmes, à travers, en effet, des grands concours d'innovation, des grands appels à projets, France 2030, d'abord un concours d'innovation ancien qui s'appelle le concours Innove, dans lequel on avait ouvert un couloir aux ICC dans le cadre de la stratégie d'accélération puis de France 2030, dans le cadre également d'un appel à projet dédié, cette fois culture, sur les technologies immersives. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas non plus de silo entre les grands enjeux technologiques. Et donc, dans cet appel à projet, il y avait aussi, évidemment, un grand nombre de projets et de candidats qui avaient des enjeux d'intelligence artificielle. Puis, et donc là, on ne pouvait pas aller plus loin avec le SGPI et avec l'ensemble des tutelles, un appel à projet dédié, alors pas uniquement à l'intelligence artificielle, mais quand même avec un très fort prisme, à la transformation des ICC par la technologie et notamment l'intelligence artificielle qui est en cours. Donc ça, ce sont les objets dédiés qui correspondent vraiment, on va dire, à l'incarnation dans des objets de financement et de recherche et développement qui montrent que la politique publique s'est emparée du sujet de façon très spécifique. Ensuite, on a aussi, comme globalement BPI France, pour l'ensemble de ces sujets d'innovation, ça c'est un peu l'approche top-down, si vous me pardonnez l'anglicisme, et ensuite on a l'approche, on va dire, dans la masse et terrain, avec l'ensemble des outils d'aide à l'innovation, de prêt à l'innovation et de prêt sans garantie déployés par BPI France. Donc ça, dans le domaine de l'innovation, c'est à peu près 100 millions d'euros par an dans le domaine de l'économie créative. Alors, c'est difficile de tenir des statistiques exhaustives sur le sujet de l'IA parce que par construction, l'IA est un peu partout et puis c'est pas une verticale sectorielle, mais on a fait une étude de statistique sur un échantillon assez large et on estime qu'à peu près un tiers des financements, encore une fois, massifiés de BPI France dans le domaine de l'innovation dans l'économie créative concernent des sujets de transformation par l'IA. Voilà, sur à peu près le millier de financements produits chaque année. Donc, pour répondre à la question en synthèse, oui, le sujet a été pris dans l'ensemble de nos actions, grâce au continuum de financement public et aux objets France 2030, avec encore une fois, là pour le coup, une approche vraiment très identifiée et très marquée, mais aussi au quotidien, bottom-up, au fil de l'eau, en fonction de tous les projets d'innovation que nous amènent les entrepreneurs et les entreprises, en sachant, pour répondre à une question qui était dans le questionnaire, qui est une question très intéressante, que notre action ne se limite pas aux entreprises qui ont un positionnement uniquement centré sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur d'autres entreprises créatives dans le domaine du cinéma, de la musique, du jeu vidéo, etc., qui sont dans des projets de transformation et d'innovation. Très bien. Merci beaucoup, M. Parpex. Vos collègues veulent-ils compléter le propos, là, ou est-ce que nous passons directement aux questions, comme vous voulez? Je pense qu'on peut éventuellement donner la possibilité à Bruno Benel de faire un propos liminaire, s'il en est d'accord. Bien sûr. Allez-y. Allez-y, M. Brunel, je vous en prie. Monsieur le Président, merci. Madame la rapporteuse, merci. Je vais simplement compléter ce qu'a dit Nicolas Parpex pour rentrer vraiment dans le vif du sujet des questions.
en vous disant deux choses. D'abord, depuis le départ de France 2030, il y a eu un budget qui était spécifiquement fléché vers les industries culturelles et la culture en général. Il y a évidemment un budget très important également sur l'éducation et la recherche. Et si j'insiste là-dessus, c'est pour dire que le plan France 2030 a toujours réfléchi d'une façon systémique. Ce n'est pas un plan de technologie, c'est un plan vraiment de transformation sociétale et qui vise à répondre aux défis sociétaux que nous avons aujourd'hui, à la fois des défis d'une transformation de société, de chenilles fossiles à papillons électriques. On voit bien le travail qui est fait aujourd'hui par le Premier ministre sur l'électrification et toutes des conséquences, mais également une transformation des esprits, puisque avec l'IA, on peut anticiper que énormément de choses vont se transformer dans le domaine de l'éducation et d'une façon générique dans le domaine de la création, qu'elle soit artistique ou qu'elle soit agricole ou qu'elle soit industrielle. En tout cas, le mot innovation va se décliner dans tous les secteurs de la société. Alors, je précise ça parce que c'est peut-être quelque chose qui a été mal compris au départ. On a pensé que c'était une espèce de verrue. J'ai même entendu parfois le mot caprice. En fait, c'est fondamental, puisque une société qui évolue à la vitesse à laquelle le monde est en train de se transformer doit accompagner, rendre toutes ces technologies accessibles au plus grand nombre et doit également réglementer le foisonnement dont a parlé M. Parpex au départ. On a forcément une expression spontanée à travers ces technologies qui est intéressante. Je suis personnellement convaincu qu'il faut du temps à des technologies, c'est comme ça que je le dis, ou à des formes artistiques pour trouver leur sémantique. Si vous regardez à quoi ressemblaient les premiers films, ils étaient en plan fixe et c'était des pièces de théâtre filmées. Les premiers bulletins d'information étaient des lectures de journaux. Et puis, au fur et à mesure, la télévision s'est transformée, le cinéma s'est transformé. De la même manière, quand vous regardez les premiers jeux vidéo vraiment dans les versions primitives, c'était des espèces de dérivés d'oscilloscope. Et puis, ça a trouvé une forme et une sémantique particulière. Il en est de même avec la création pour l'IA. Création pour l'IA et même l'éducation pour l'IA, je les lie intimement, on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler pendant la table ronde, n'a pas encore trouvé sa sémantique, soyons clairs. Donc on est écartelé entre deux mondes, un monde qui a des habitudes de création, des convictions, une certaine, évidemment, éthique, mais aussi un modèle économique qui est lié, et puis un monde qui est en train de se transformer, sur lequel on va débattre de comment on va réussir à trouver, à sécuriser la création et les innovations et la situation économique des innovateurs. Donc je pense que c'est vraiment le cœur du débat à terme. Alors il est très bon d'en faire, et moi j'en suis ravi, à la fois en tant qu'ancien député, je suis ravi que l'Assemblée se saisisse de ce sujet. Je mets juste un warning sur attention, le fait qu'il ne faut pas que la régulation empêche ce foisonnement actuel, parce qu'il existe et il est renforcé dans de très nombreux pays qui actuellement jouent la carte culturelle d'une façon très forte. Je pense notamment à la Corée. Quand vous regardez la K-pop, par exemple, qui est une forme d'expression musicale qui est venue à peu près de nulle part, on peut dire que 80% de la création actuellement faite par ces groupes-là est basée sur de l'IA. Pas qu'elle soit faite par de l'IA, elle est basée sur de l'IA. De l'IA dans son analyse d'un marché, parce que finalement ils en ont fait un marché, de l'IA dans une forme d'écriture ou une forme d'effets spéciaux, et finalement elle émerge comme une réelle innovation. J'ai pris cet exemple parce qu'on identifie assez vite à quoi ça ressemble, mais c'est vrai dans de très très nombreux pays où on constate une accélération de l'utilisation des outils IA pour la création. Donc il faut faire attention que l'Europe, voire la France, ne se retrouve pas marginalisée. Un seul chiffre, plus de 85% des contenus des LLM, c'est-à-dire des modèles de langage d'IA aujourd'hui, sont en anglais ou en chinois.
Ça veut dire que, clairement, quand vous laissez une langue dominer ces langages-là, c'est toute la manière de penser que porte la langue qui dominera demain. Donc il faut absolument qu'on arrive à la fois à défendre la position française, mais pas de l'isoler à un point réglementaire qui ferait que finalement les créateurs de ces systèmes IA considèrent que c'est assez marginal et on se contentera de traduire. Parce que du français traduit de l'anglais, ce n'est pas du français, c'est une manière de penser en français, mais avec une logique anglaise, et ce qui est complètement différent. Donc voilà, moi je voulais vous mettre ce petit warning. Alors après, on a plein de chiffres, mais je crois que c'est le fond que j'aimerais plus débattre aujourd'hui avec vous. On a à votre disposition, on a répondu par écrit des dizaines de chiffres, les milliards que nous avons inventés. Donc, on a mis 1,5 milliard dans le plan compétences et métiers d'avenir, qui comporte tous les métiers d'avenir, hydrogène, nucléaire, petite bioproduction, nouvelle agriculture, etc. Plus de 300 centres de formation ont été dynamisés par ce plan-là, en France, créés ou dynamisés. Ils utilisent tous l'IA. Il n'y en a pas un qui n'utilise pas l'IA. On a lancé des programmes de sensibilisation à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros pour que des enfants ou des gens qui sont actuellement dans des transformations de métiers puissent avoir accès à l'IA et comprennent ces enjeux, parce qu'on a estimé que cette idée d'acceptabilité et d'adaptation nous paraît clé. On a parlé de pionniers de l'IA, on a parlé de ce qu'on fait dans les industries culturelles. Donc je pense qu'on a fait le nécessaire à date dans France 2030, puisque si j'agrège, chez nous ça s'appelle le plan Convergence IA, si j'agrège la totalité des investissements qui ont été faits et j'isole d'une façon objective, avec des critères très précis, ce qu'on peut considérer comme soutien à l'IA dans un secteur, par exemple dans le secteur de l'hydrogène, dans le secteur du nucléaire, etc., on estime à peu près qu'on a fait un effort à date de 4 milliards d'euros, ce qui est considérable, et l'objectif avant la fin du plan 2030, c'est de doubler ce chiffre. C'est de faire un effort de 8 milliards d'euros en total, ce qui est par, je le répète, agrégation de l'IA dans tous les secteurs, parce qu'aujourd'hui, comme l'a rappelé M. Parpex, on n'est pas en train de parler d'un secteur qui est une verticale, mais on est en train de parler d'un secteur horizontal qui inonde et transforme la totalité des secteurs, y compris l'éducation et la culture. Voilà ce que je dirais, puis maintenant je vais répondre, évidemment, je suis à votre disposition pour toute question. Merci. Merci beaucoup, M. Bonnel. Madame la rapporteure, c'est à vous, je pense. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces éléments d'introduction. Alors, en repartant aussi du questionnaire qui vous a été adressé avant, moi, je voulais demander à vous, Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement, quel est le rôle du SGPI dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous préciser, cette stratégie a été mise en place à partir de 2018, quel a été le rôle du SGPI? Vous nous avez déjà donné une enveloppe globale de 4 milliards et qui pourrait être 8 milliards à la... Donc ça, c'est le volet financier, mais dans la coordination, comment travaille le SGPI sur cette stratégie nationale? Oui, bien sûr. Donc le SGPI et donc le secrétaire général pour l'investissement existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Il a d'abord, alors à l'époque ça s'appelait le CGI, le Commissariat général d'investissement, mais il a piloté ce qu'on a appelé les plans d'investissement d'avenir. C'est un organisme du gouvernement qui travaille sur le temps long, je précise déjà. C'est-à-dire qu'il fait, pour un seul exemple, la réorganisation des grandes universités françaises. Ça a commencé au PIA 1 et le plan France 2030 pourrait être assimilé au 5e plan qui a été développé. Donc sur une dizaine d'années, on vient seulement de terminer la mise en place de cette opération. Donc c'est toujours le temps long, petit 1. Notre rôle, c'est de travailler en interministériel, donc d'assurer la coordination interministérielle dans une gouvernance d'ailleurs qui est partagée. Soyons clairs, tous les directeurs de l'administration centrale participent au COMEX de France 2030, qui est l'instance vraiment de pilotage. Si on était dans une entreprise, on dirait qu'il y a le conseil d'administration du SGPI. Et cette coordination vise à surtout pousser toute initiative d'innovation dans les secteurs. Donc si on le ramène au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous coordonnons nos actions, évidemment avec le ministère de l'Éducation nationale, évidemment avec le ministère
l'enseignement supérieur et de la recherche, mais également avec le ministère de l'économie ou le ministère de l'écologie pour tout ce qui est notion de frugalité ou notion d'ajouter une touche environnementale et de décarbonation dans toutes les initiatives que nous prenons. Donc notre rôle, c'est un rôle de coordination. Le plan France 2030, c'est 54 milliards d'euros. 42 milliards d'euros ont été engagés à date. Dans les domaines éducation et culture, je ne parle pas de la recherche à ce stade-là, l'initiative principale, c'est compétences et métiers d'avenir, qui est dotée de 1,7 milliard d'euros à date. Il y a quelques autres initiatives importantes, notamment dans le domaine de l'éducation et du numérique. On soutient pas mal de choses. Dans le domaine de la culture, il était doté au départ d'un budget d'à peu près 800 millions d'euros, qui était 1 milliard révisé à 800 millions d'euros, tout simplement parce qu'il y a eu une réduction globale à l'époque, parce qu'il y avait trop de demandes en fait au niveau du plan France 2030. Et il s'est articulé autour de plusieurs initiatives. Celle qui est la plus grosse et en nombre et en impression, c'est le plan Grande Fabrique de l'image, qui a visé à installer 11 studios de production audiovisuelle en France, également des centres de formation dans le cinéma, dans le jeu vidéo, et qui ont tous des compétences très fortes en IA, tous. Donc voilà ce que je pourrais dire sur notre rôle au niveau du SGPI. Je rajouterai juste un élément de dialogue qui est important, c'est que je crois que si tant est qu'il y ait des plans ultérieurs, ce que nous supportons, parce qu'on a constaté un énorme déficit des investissements privés dans un certain nombre de secteurs qui sont notamment à beaucoup plus court terme que nous, il est important de garder cette composante éducative et culturelle, puisqu'on se rend compte que l'innovation forcée, ça ne marche pas. L'innovation subie, ça ne marche pas. L'innovation acceptée, comprise, elle est au contraire dans une adoption qui accélère sa mise en place. Et ça, c'est quand même un élément assez déterminant. Merci beaucoup. Vous avez pointé le manque d'investissement privé dans l'IA en général et sur certains secteurs peut-être en particulier. L'année dernière, le 9 février 2025, le président de la République a annoncé l'investissement de 109 milliards d'euros. C'était à l'occasion du sommet pour l'action sur l'IA. Dans quelle mesure le secrétariat général pour l'investissement est en mesure de déterminer le volume d'investissement privé effectivement engagé depuis cette date, comment justement bien veiller, et vous en avez déjà touché quelques mots, à ce que soit bien articulé l'investissement privé et l'investissement public dans le cadre de France 2030, où en sommes-nous aujourd'hui sur les promesses d'investissement privé et quelles sont les perspectives à votre sens ? Alors, merci d'avoir rappelé que c'est bien de l'investissement privé. Donc ces fameux 109 milliards d'euros, ce sont le cumul des budgets anticipés pour l'installation de data centers en France par des organismes privés. Donc en clair, France 2030 ne dépense pas un seul euro dans ces initiatives-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est aussi grâce à ce plan que la France reste un pays extrêmement attractif, puisque en parallèle de ce plan, nous avons établi ce qu'on appelle notamment les IA clusters, qui visent à former 10 000 ingénieurs en IA par an sur tout le territoire. Et donc, qui dit installation de data centers, de centres de calcul et consorts, dit on a besoin de ressources humaines pour les mettre en place, les maintenir, les gérer, les faire évoluer. Donc c'est quand même très important de savoir qu'une des cartes maîtresses de l'attractivité, c'est évidemment l'énergie décarbonée, mais une autre très importante, c'est les talents et les formations que nous avons mises en place. Alors maintenant, en chiffres, sur la totalité sur les 13 porteurs de projets à date qui avaient formulé donc leur volonté, il y a 75% des porteurs qui ont sécurisé leur site d'implantation. C'est quand même l'étape numéro 1 et qui peut-être paraît
certains assez anecdotiques, mais assez essentiels. Parce qu'un data center, il faut la place, il faut le rallier à une centrale nucléaire pour avoir de l'énergie décarbonée, donc il faut des lignes de tension. Et donc, avoir des sites disponibles, c'est un élément assez déterminant dans le choix également de notre pays. Nous avons mis en place une task force pour s'assurer de la non-redondance de ces sites, en gros que tout le monde ne se concentre pas autour de Saclay, hein, qu'on ait quand même une répartition territoriale qui soit plus intéressante. Et on a aujourd'hui 52 entreprises qui ont demandé à bénéficier des conseils et du suivi de cette task force, en plus de celles que j'ai citées. Nous avons sécurisé 5,8 gigawatts de puissance électrique pour ces sites. Bon, vous savez que la merveille de l'électricité, c'est que ce n'est pas simplement une énergie qui chauffe ou qui éclaire, mais c'est une énergie de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on en a véritablement besoin. On oublie un peu souvent que derrière ces data centers, il faut de l'électricité en volume et d'une façon décarbonée. 5,8 gigas, c'est important de les avoir sécurisés. Et on a mis dans la task force, bien sûr, nous avons la mobilisation des territoires, donc des préfets, de l'administration déconcentrée, pour véritablement faciliter ces installations. Voilà où nous en sommes à date. Merci beaucoup. Je voulais venir maintenant sur la stratégie d'accélération pour les filières des industries culturelles et créatives. Tout à l'heure, Nicolas Parpex, vous avez dit que vous étiez le mandant de SGPI, ou dans l'autre sens. En tout cas, c'est vrai qu'il y a le lien entre SGPI et BPI French Touch pour pouvoir bien comprendre comment cette stratégie d'accélération est définie et mise en œuvre. Quelles sont les répartitions justement entre le SGPI et BPI French Touch, si vous pouvez, enfin Nicolas Parpex ou M. Bonnel également en parler. Les liens entre... Oui, enfin, pour bien comprendre les liens entre ce que le SGPI définit, et aussi ce qui est mis en œuvre par la BPI, en fait. Et peut-être vous donner l'occasion de bien montrer quels sont les rôles entre SGPI et ses différents opérateurs, et notamment BPI pour le coup. Alors, je laisserai Nicolas Parpex compléter, mais déjà le principe de comment fonctionne France 2030 et le SGPI, nous avons effectivement des opérateurs. Donc il y en a 4, BPI, nous avons l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, qui s'occupe de tout le secteur recherche, et la Banque des territoires ou la Caisse des dépôts, qui agit avec la Banque des territoires pour notamment les domaines éducatifs. Cette répartition, elle nous permet d'opérer au plus près du terrain parce que ces opérateurs ont sur place, sur le terrain, du personnel, des actifs. Ils ont des compétences de construction de jury, de sélection, etc. Alors, en ce concernant, je refocus sur la BPI. Avec la BPI, nous travaillons sur de très nombreux sujets. C'est évidemment notre principal partenaire pour les entreprises, avec des programmes qui vont d'analyse via des jurys pour des subventions, pour des avances remboursables, d'analyse également via les capitaux propres que nous mettons à disposition, soit de fonds, c'est-à-dire de fonds qui vont mettre eux-mêmes dans leurs fonds, soit des fonds directs, notamment par exemple le fonds SPI pour les projets industriels ou le fonds ADEME Investissement pour les projets plus écologiques. Et ils font ça sur toute la gamme de nos opérations. Et dans cette gamme d'opérations, on en arrive effectivement à la culture, où là, nous avons un travail particulier à travers tout ce qui se fait sur la French Touch. Mais là, je vais peut-être laisser Nicolas Parpex compléter. L'articulation est donc la suivante, c'est-à-dire que BPI France, qui est au service des politiques publiques de manière générale, et opérateur de France 2030, donc sous la coordination du SGPI. Donc pour rappel, Bruno l'a rappelé, donc sur le volet culturel, les deux principaux opérateurs sont la Caisse et BPI France, et d'ailleurs principalement la Caisse, avec des logiques qui sont des logiques de subsidiarité et de familiarité de compétences, c'est-à-dire que
tout ce qui ressortait plutôt des sujets infrastructurels, en lien avec les collectivités territoriales, etc., elles sont plutôt naturellement allées du côté de la Caisse des dépôts. Et nous, on a hérité naturellement des sujets qui étaient plus entrepreneuriaux. Donc concrètement, dans le cadre de France 2030, sous la houlette du SGPI et avec la tutelle de l'ensemble des parties prenantes, et notamment du ministère de la Culture et du ministère de l'Économie et des Finances, on a opéré les concours, les appels à projets d'innovation que j'ai cités tout à l'heure, des accélérateurs d'entreprises, qui là pour le coup étaient sectoriels, peut-être qu'on y reviendra, un programme de projection et d'expansion internationale qui s'appelle Culture Export. Donc l'articulation est la suivante. On est dans une action qui est quand même, depuis la stratégie d'accélération et depuis 2019, le lancement du plan French Touch de BPI France n'est évidemment pas une initiative isolée. C'est une initiative coordonnée avec une intensité de la politique publique voulue dans toutes ses composantes, avec, pour avoir été à la Caisse des dépôts au début de ma carrière et avoir connu d'autres contextes et donc d'autres opérateurs, un niveau de coordination globale des acteurs qui n'avait globalement jamais été connu. Donc le premier élément de réponse, c'est opérateur de France 2030 sous la coordination du SGPI sur l'ensemble des objets que je vous ai cités. Et par ailleurs, puisque BPI France dispose aussi d'autres moyens, et notamment sur son propre bilan de la capacité à produire des financements, des investissements en fonds propres, etc. J'ai oublié quand même un truc important qui est qu'on opère aussi un fonds d'investissement dédié aux startups culturelles qui s'appelle Tech & Touch, qui prédate France 2030, mais qui aujourd'hui est globalement traité dans la même gouvernance. Donc au-delà de ces mandats et de ce programme et des objets du programme France 2030, BPI France a aussi une action dédiée via ses propres moyens, et notamment son propre bilan, en financement, en investissement en fonds propres, avec, on va dire, une complémentarité qui est un peu celle que j'ai évoquée et qui fait écho en creux à tout ce qu'a dit Bruno, c'est-à-dire que France 2030 est un plan avec des grandes thématiques, je dirais pas descendantes, mais en tout cas identifiées et relativement verticalisées. Et on a aussi pour action chez BPI France de traiter un peu les sujets plus dans la masse et dans le remontant, on va dire projet par projet, entreprise par entreprise, avec une logique qui est un peu plus une logique de volume. Depuis 2020, on a soutenu d'une manière ou d'une autre, alors ça peut être une aide à l'innovation de 20 000 euros ou un investissement en fonds propres de plusieurs dizaines de millions, on a soutenu 20 000 entreprises créatives. Donc c'est la capacité de BPI France à accompagner le tissu entrepreneurial, on va dire, de façon assez couvrante. Et donc c'est cette articulation entre ce que fait BPI France sur ses propres moyens et les moyens dont il est et les objets dont il est opérateur qui permettent de créer cette action systémique et cet impact systémique, encore une fois, dans une coordination de gouvernance, puisque tous les objets France 2030 font l'objet d'une gouvernance où tout le monde est représenté, Bruno l'a dit. Le fonds d'investissement que je citais a à son comité d'investissement consultatif le SGPI bien sûr, mais aussi la Banque des Territoires, l'IFSIC, le ministère de la Culture, etc. Donc voilà, avec une logique de coordination et de complémentarité. Merci beaucoup. Quand on aide autant d'entreprises, on a forcément à cœur dans les ICC et de voir comment équilibrer l'IA avec l'intérêt aussi des ICC. On sait que c'est un formidable vecteur de transformation, que ça fait une dynamique de prise de puissance, des outils de productivité, des outils aussi créatifs, des nouveaux domaines sont ainsi explorés. Mais de l'autre côté, nous avons aussi des craintes de certains acteurs de la culture qui voient plutôt l'arrivée de cette IA comme un risque de concurrence, voire de remplacement. Alors, comment, devant cette balance entre l'opportunité et le risque, la puissance publique prend-elle en compte cela dans sa stratégie d'investissement? Est-ce que, dans l'idée de pouvoir faire que les industries créatives et culturelles s'approprient l'IA, comment vous faites attention aussi de ne pas forcément qu'aider ce qui serait finalement une appropriation de l'IA qui remplacerait des emplois
et peut-être même d'une certaine créativité humaine. Alors, pardon, tu voulais intervenir ? On va le faire à deux voix. On va le faire à deux voix. Pour reprendre une phraseologie qui a en tout cas eu beaucoup de communication, c'est la stratégie, c'est libérer et protéger. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que évidemment qu'il faut protéger et accompagner la création artistique. Je ne la caricature pas en disant ça, c'est juste j'essaie de la cataloguer, on va dire traditionnelle, par rapport à une véritable création artistique qui serait augmentée par l'intelligence artificielle. Augmentée au sens plus de choses, pas augmentée au sens qu'elle est meilleure. Je pense que de tout temps, il y a eu ce genre de réflexion. Moi, je me rappelle qu'au moment du décollage du sampling, par exemple, dans les boîtes de nuit où les DJ s'amusaient à faire du sampling, on se posait la question, est-ce que c'était vraiment de la création artistique ? On peut remonter même au temps du collage, où certains artistes ont fait quand même toute leur réputation et toute leur profession sur du collage. On se posait la question. On peut plus récemment se poser la question, quand on voit sur les murs des villes certains graffitis qui sont construits à partir d'impressions sur des machines. On peut se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment de la création artistique ? La réalité, c'est que quand je parlais de libérer, ça veut dire qu'on ne peut pas juste se voiler la face sur la capacité de la création humaine en utilisant ces outils. D'ailleurs, moi, j'utilise plus le mot pour IA intelligence augmentée qu'intelligence artificielle. Et je pense que ça serait un petit peu la ligne sur laquelle je pense qu'il faudrait que l'Europe se positionne à terme. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de caricaturer cette notion d'artificialité en opposition à l'humanité. Hein. Ce n'est pas la robomanité contre l'humanité. C'est simplement, de la même manière que l'outil a amélioré notre dextérité, de la même manière que la machine a amplifié notre force, l'IA augmente nos capacités cognitives, intellectuelles, au service du meilleur comme du pire. Le meilleur, c'est l'artistique, c'est le poétique, c'est la science, c'est l'innovation. Le pire, c'est parfois des choses qui vont jusqu'à des robots qui seront capables de tirer à vue parce qu'on en fera des armes. Et là, il va falloir prendre des positions dans le futur. Mais donc, pour revenir à mon point, il faut protéger parce qu'on a une transition à gérer. Et à mon avis, cette transition, elle est de l'ordre générationnel, elle n'est pas de l'ordre du court terme, et en même temps délivrer des formes artistiques nouvelles. Je tiendrai exactement le même propos sur l'éducation. Il y a une éducation classique, traditionnelle, dans laquelle, évidemment, on a formé des générations de profs sur des générations humaines. Mais aujourd'hui, l'intervention de l'IA fait que, par exemple, la question de l'évaluation dans l'éducation devient fondamentale. Quand on peut, en appuyant finalement un peu sur un bouton, sortir une thèse ou que sais-je en quelques heures, voire quelques minutes, alors que c'est un travail de plusieurs mois, plusieurs années, qui est évalué normalement par une thèse, qu'on vient de se poser la question de comment on va évaluer la capacité nouvelle de formation. Donc ces domaines-là, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les oublier. Et je vais venir à votre question, Madame la rapporteure, dans une seconde. C'est ce que j'appelle libérer d'un côté, donc c'est le mot innovation, protéger de l'autre, c'est le mot acceptabilité, faire rentrer dans l'atmosphère tous ces contextes-là sans les opposer. Alors, comment on fait ? On a des plans là-dessus. Au niveau de France 2030, on a déjà par l'exemple, donc on montre, pionniers de l'IA, ce sont des usages de l'IA qu'on veut montrer en tant que prototype, en tant qu'élément d'usage très précis qu'on veut montrer à des populations. On a, dans le cadre de CMA, de compétences et métiers d'avenir, maintenant rendu quasiment obligatoire, on va dire, mais c'est vraiment une forte incitation à être sélectionné, la notion d'apprentissage de l'IA dans les métiers. Donc on veut arriver à faire ça. Et ça va aller jusqu'au métier artistique, ça va aller, puisque dans la catégorie des écoles que nous faisons, que nous soutenons, il y a par exemple les centres de formation à tous les métiers d'art. Donc, formidable de voir comment, d'une façon traditionnelle,
on fait des tapis, des tapisseries remarquables. La réflexion nous force aussi à dire qu'il y a certainement avec de l'accompagnement de l'IA et de la robotisation des choses à faire qui ne dénigreront pas leurs anciens. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que cette espèce aussi d'opposition ancien-moderne, elle a toujours existé dans l'art. Et aujourd'hui, ces outils sont plus disponibles. Voilà, donc on accompagne avec des formations, avec de l'écoute, mais on libère d'un autre côté en disant explorer des voies. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, tout ça encore cherche encore sa sémantique. Tout ça cherche sa grammaire. C'est-à-dire comment... Alors, bien sûr, je comprends très bien la réflexion des artistes en disant alors non, on ne va pas faire comme ça. Sur Spotify aujourd'hui, par exemple, quand même site de musique que beaucoup de jeunes écoutent dans le monde entier, l'estimation, c'est que au moins 40% est de la musique générée automatiquement par de l'IA. Au moins 40%. Réponse de Spotify, je ne rémunère pas cette musique. Donc je mets en place des filtres qui sont capables de détecter si c'est de l'IA ou pas. Algorithmique complexe et un peu défense de l'imagino. Parce qu'en face, il va y avoir des gens qui vont dire bon, puisque tu as mis en place des filtres comme ça, nous, on va sophistiquer le truc, on va passer plus de temps à faire de l'attaque-défense qu'à essayer de trouver qu'est-ce qui va singulariser la véritablement création artistique augmentée. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'est la ligne, d'ailleurs, législative complexe. C'est comment on fait pour que la création artistique traditionnelle trouve son économie transformée. En tout cas, moi, j'en suis persuadé. Donc, il faut que tout le monde accepte de faire des mouvements. C'est ce qui existait avant sera probablement différent demain. Et en même temps, que cette nouvelle génération ne soit pas bridée par une régulation qui les empêche de s'exprimer et sur lequel on sera, en France, si on n'y prend pas garde, en mode un peu isolement. On n'est pas dans la même problématique de la protection de la création artistique dans le cinéma où on veut des choses en français. Moi, je défendrai toujours l'idée qu'il nous faut des choses qui, culturellement, sont reliées à notre culture générique. Là, on est dans un domaine où les technologies aujourd'hui ne peuvent pas, elles n'ont pas de frontières. Et si elles sont utilisées dans tous les pays du monde et que finalement leur rendu attire, pour plein de raisons, des raisons des fois d'ailleurs qui ne sont pas justifiées, notamment, j'aimerais dire, des modes algorithmiques. Mais si attire une population qui rejette ou qui exclut notre culture et notre création à nous, le danger peut être réel. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les LLM qui peuvent penser chinois et penser anglais et ne plus penser français. Monsieur Parpex, peut-être pour compléter. Oui, Monsieur le Président. Pas facile de passer après un plaidoyer aussi brillant et complet. Non, je pense que la réponse est évidemment... la question est totalement centrale et la réponse n'est pas évidente. Mais pour reformuler un peu ce que disait Bruno, je pense que le point d'équilibre, il est à trouver entre l'innovation technologique, parce que la nier, la refuser ou l'ignorer, c'est en effet un risque de déclassement, clairement. Il faut bien reconnaître que, encore une fois, il y a une continuité, Bruno l'a dit, des innovations techniques et technologiques dans la culture. Les synthétiseurs, le sampling, les effets spéciaux, voilà, les animateurs de Disney traditionnels, ça leur a fait drôle quand ils ont vu les équipes de Pixar arriver. Donc on est dans cette forme de continuité. Je pense que là, la différence, c'est que la puissance de ces outils et la capacité de ces outils, malgré tout, à porter en eux, en effet, des risques de substitution et de remplacement total, c'est probablement quand même une révolution technologique comme on n'en a pas connue, ou peut-être avec le numérique, mais c'est peut-être que la première ou la deuxième fois où on voit une révolution aussi systémique. Mais ces technologies, encore une fois, évoluent par ailleurs à un rythme absolument extraordinaire, donc il faut les embrasser. Il faut, pour moi, c'est un triptyque entre l'innovation technologique, l'humain
et le premium de l'humain qui reste fondamental et je pense qu'il d'ailleurs est déjà en train d'être réaffirmé dans un point d'équilibre par rapport à l'innovation technologique. On voit, y compris dans les jeunes générations, etc., une espèce de mépris pour ce qu'on appelle le slope de l'AI, c'est-à-dire ce qu'on imaginait quand on a vu les technologies arriver, c'est-à-dire que ces massifications de contenu à faible valeur ajoutée, vaguement humoristique, moyennisé, etc. En fait, au bout d'un moment, ça crée de l'engorgement et de la fatigue, et donc on revient à des choses plus incarnées et plus justes et donc plus humaines, parce que peut-être que ça va changer, mais en tout cas, et peut-être pas, parce qu'ontologiquement, je pense qu'il restera toujours une forme de distance entre l'homme et la machine, mais tout ce qui relève de l'intention artistique, tout ce qui relève du jugement, pour le moment, reste l'apanage de l'humain. Et donc, je pense que la dialectique, et Bruno l'a dit, on est complètement en ligne avec ça, c'est que c'est une logique d'augmentation, c'est-à-dire que c'est une logique où il faut que l'artiste et l'intention artistique doit toujours être là, au moins au début et à la fin, c'est-à-dire dans la raison d'être d'une création d'un contenu créatif, et à la fin, pour dire que c'est fini, ou parce que ça, typiquement, les intelligences artificielles, quand on les utilise, quel que soit le cas d'usage, pour écrire un script, créer des actifs graphiques, etc. Elle ne sait pas s'arrêter, le modèle ne sait pas s'arrêter, le modèle ne sait pas quelle est la meilleure version de ce qu'il a produit. Ça, c'est l'esprit critique, la distance critique, le jugement et l'intention, c'est l'apanage de l'humain. Et le troisième élément, c'est un élément en effet d'éthique et d'acceptabilité culturelle. Et donc, c'est dans ce triangle-là qu'il faut qu'on navigue pour libérer et protéger. Je trouve que la formule est très juste. Après, il faut le faire au quotidien dans l'ensemble des outils d'investissement et de financement, mais aussi dans toutes les prises de parole, les événements qu'on organise, etc. C'est l'exigence qu'on porte tous collectivement, avec, en effet, des dérives qui sont bien connues, qui sont le sujet du pillage de la donnée. Donc là aussi, on peut dire que les cinéastes ont, dans une très large partie, rendu hommage et un peu volé et un peu pillé leur grand maître. C'est pareil dans la musique, etc. Mais là, encore une fois, c'est une notion d'automaticité et d'échelle. Mais la réalité, c'est que l'ensemble, notamment des LLM, c'est aussi ça. Le sujet, c'est que demain, on aura probablement d'autres paradigmes avec des modèles plus petits, entraînés sur des données propriétaires, avec des accords et une transparence plus importante sur la donnée. Pour le moment, les LLM ont été entraînés sur à peu près tout. Et en plus, la réalité, c'est que ça, on ne pourra pas revenir dessus, quoi, hein. Mais donc, il y a ce premier point. Et ensuite, mais encore une fois, Bruno a tout dit, il y a le sujet et Madame la rapporteure aussi, il y a le sujet de la substitution. Et ça, la vérité, c'est que ça n'est pas le même risque pour tous les emplois créatifs et culturels, mais tout ce qui relève de la musique d'habillage, des contenus graphiques fonctionnels, etc., tout ce qui est, on va dire, moins haut de gamme ou moins créatif est déjà très substitué et très menacé. Et le dernier risque, c'est le risque de la dilution. Bruno l'a dit, un morceau sur deux qui arrive sur une plateforme de téléchargement musical aujourd'hui et un morceau qui a été 100% text-to-music créé par de l'IA. Donc, après, ça fait que 2 ou 3% des streams, parce que souvent la qualité est quand même pas terrible, mais c'est bien pour ça que des plateformes, tu citais Spotify, mais on peut citer Deezer aussi, qui a une action très importante de détection des contenus créés par IA. Et en effet, la sanction, c'est ne pas être mis en avant dans les algorithmes et dans les playlists, ne pas être monétisé, parce que ça crée une espèce d'engorgement, mais c'est vrai aussi sur les contenus vidéo, etc. Donc, c'est ces risques-là qu'il faut appréhender. Encore une fois, si on veut avoir une note optimiste, dans les conversations qu'on a avec les entrepreneurs créatifs,
Ce qu'on retient aussi, il se trouve qu'une des grandes initiatives de la French Touch est de participer et de coordonner la présence française au festival South by Southwest, qui est un grand événement de technologie et de créativité aux États-Unis. On voit bien qu'il y a une espèce quand même de retour en arrière du tout IA avec une revalorisation, encore une fois, de l'humain. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis on voit aussi que la réalité du marché, quelque part, est aussi une forme de régulation. Je prendrai l'exemple de la décision stratégique d'OpenAI de fermer son modèle vidéo grand public, qui est quand même une décision assez forte, qui est dictée par des enjeux de modèle économique, et qui fait aussi que cet outil qui était là pour le coup un outil d'Harry Slope assez puissant, va aussi prendre du recul. Et donc, on est encore une fois dans des mouvements de plaques qui s'ajustent de façon assez forte et avec une temporalité très courte. Très bien. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on s'intéresse davantage maintenant à l'éducation. Vous savez, notre mission d'information porte sur les transformations par l'IA de l'éducation et de la culture. On a parlé beaucoup des industries culturelles et créatives. Je me demande dans quelle mesure le déploiement des systèmes d'IA est éventuellement aidé, subventionné par le SGPI au sein des établissements scolaires. Vous avez commencé à aborder cette question tout à l'heure quand vous avez parlé de l'investissement de 1,7 milliard dans les compétences et les métiers d'avenir. Est-ce que dans cet investissement, on compte ce qui peut être éventuellement pris dans les établissements scolaires? Ou alors est-ce que c'est vraiment qu'au titre de la formation, enseignement supérieur et formation continue? Si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Et puis, quelles sont la coordination possible avec l'éducation nationale? C'est un élément massif de l'éducation en général en France, bien sûr. Comment on arrive à se coordonner là où on a des multiples établissements scolaires? C'est pas du tout comme dans d'autres pays où les établissements scolaires sont parfois très regroupés. Comment on arrive à gérer cette diversité? Quelles sont les expériences, les expérimentations, les opérations dont vous pouvez nous parler dans le cadre du scolaire premier et second degré? Merci. Alors, oui, on a un programme qui touche également le début de la vie scolaire, du CP à la 6e. Notamment, on a un programme qui s'appelle P2IA, c'est pour partenariat d'innovation en intelligence artificielle, c'est de l'acronyme. 41 millions d'euros investis à date dans des solutions IA pour des formations initiales CP 6e, français, mathématiques, langue vivante. Nous testons par ces financements des solutions en classe et on en fait ensuite la promotion pour la diffusion. Elles sont actuellement déployées dans des établissements pilotes. Ça concerne plusieurs centaines de milliers d'élèves. L'objectif, c'est de les généraliser ensuite par un achat de licence auprès des autres établissements. On a également un déploiement territorial qu'on peut qualifier vraiment de massif. C'est celui qui s'appelle Territoire numérique éducatif, TNE. C'est 100 millions d'investissements. C'est au niveau départemental, donc ça couvre les écoles, ça couvre les collèges, ça couvre également les familles, donc par des solutions numériques qui sont proposées avec des outils de suivi par exemple individualisés et de la même manière que P2IA, des solutions également services numériques éducatifs enrichis. Ça aussi, ça concerne les sections dont vous parlez. Et d'une façon plus générique, à travers toutes les actions de sensibilisation qu'on fait sur l'orientation, on sensibilise les élèves à l'IA. Alors là, moins dans l'exécution, mais dans la sensibilisation de la transformation que ça représente, dans les réflexions de formation initiale. Donc, alors maintenant, il y a une vraie question derrière votre question. C'est que dès le primaire, j'allais dire, et en tout cas dès le collège, les élèves sont meilleurs que les profs. Ça veut dire que leur appréhension du numérique et de l'IA est en avance, et clairement en avance, par rapport à énormément de formations traditionnelles. Donc deux réactions. Une réaction de défense naturelle qui est de dire
je ne veux pas que vous utilisiez l'IA pour X ou Y raison, que ce soit de la création, on a parlé de l'artistique, mais de texte ou d'exposé ou que sais-je. Je ne veux pas que vous utilisiez de l'IA, alors qu'ils savent le faire, pour de la résolution de problèmes. Beaucoup d'élèves prennent une photo de l'exercice qui leur est demandé, prennent leur téléphone et disent à un système d'intelligence artificielle, résous-moi ce problème, et le problème est résolu, et ils se contentent un peu de le recopier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'attention, notre jeunesse, elle est en phase d'intégration naturelle. On a parlé des digital natives, on va parler bientôt des IA natives. Et ils gèrent jusqu'aux agents pour certains d'entre eux, et au collège, en tout cas, c'est assez courant. Donc il faut faire attention à cette vitesse. Donc on se concentrerait dans un plan, si on devait élaborer un plan encore plus fin, il faudrait vraiment accélérer la formation des formateurs pour qu'ils puissent réagir par rapport à ça, d'une façon, encore une fois, plus subtile que l'interdiction ou la liberté totale. Je n'ai pas encore une solution précise, mais je sens que c'est un phénomène qu'on ne pourra pas bloquer par des positions de principe, parce que la technologie, Nicolas Parpex l'a rappelé, évolue à une vitesse considérable, et jouer au chat et à la souris avec c'est écrit par l'IA ou c'est pas écrit par l'IA finira par des situations baroques où des élèves ayant travaillé, mais très bien, auront des performances qui seront moins bonnes que des élèves n'ayant rien fait et appuyé simplement sur un bouton, et ce qui est donc une injustice absolue. En tout cas, il y a une vraie réflexion, j'allais dire, humaine à avoir dans les classes par les profs pour expliquer pourquoi cette formation intellectuelle, elle est fondamentale. Cette éducation à savoir-faire seul, elle est fondamentale par rapport à savoir-faire avec l'outil IA. Ça fait partie du lot. Il y a une notion de sociologie aussi là-dessus qui n'est pas adressée aujourd'hui, mais qu'il faudra adresser. Est-ce que, M. Bonnel, justement, dans tout ce qui est investissement, compétences et métiers d'avenir, il y a une contribution à la formation des enseignants ? Oui, on a un certain nombre de... Alors, vous le chiffrez, difficile de le chiffrer, mais on a au niveau des IA clusters des segments, des sections. IA cluster, c'est la formation à l'IA. On a des sections sur la formation des enseignants. Et d'une façon un peu systématique, c'est un langage qu'on porte auprès de chacun de nos établissements, mais je ne peux pas vous le chiffrer aujourd'hui, ça serait vraiment trop grossier, mais c'est un sujet sur lequel qu'on a identifié assez vite. C'est un peu d'opposition ancien-moderne, on l'a identifié très vite. Et évidemment, on a également un travail, alors ça fait partie notamment de TNE, auprès des parents, pour que les parents comprennent également l'importance de ça et que l'outil téléphone portable dans la poche est à la fois une arme de connaissance un élément de connaissance infini, mais une arme de destruction intellectuelle s'il est mal utilisé, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Vous Madame parlez la rapporteure, une question à M. Bonnel. À propos de la tuyauterie, là, sur vos deux programmes, P2IA et TNE, comment est-ce que ça s'articule avec les institutions éducatives, c'est-à-dire administration centrale du ministère, rectorat, inspection académique, chef d'établissement? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont ça s'articule et ça fonctionne, s'il vous plaît? Et je vais passer la parole à Guillaume Bordry, qui est l'homme qui gère le pôle connaissance chez nous, qui va vous donner des indications précises. Monsieur Bordry, je vous en prie. Merci de votre question, monsieur le Président. Les dispositifs P2IA ont été conçus pour l'essentiel avec notre opérateur qui est la Banque des Territoires sur ce dispositif, et en lien étroit avec la direction du numérique pour l'éducation au ministère de l'Éducation nationale, avec également nos collègues de la DGESCO, la direction des enseignements scolaires, parce qu'il nous semble évidemment essentiel que l'administration centrale du ministère soit évidemment associée de la manière la plus étroite possible dans la constitution de ces dispositifs. Parallèlement, et ça c'est particulièrement le cas dans le cadre de l'action des territoires numériques éducatifs,
il y a évidemment un appui extrêmement fort sur nos collègues des rectorats pour essayer d'identifier quels peuvent être les territoires les plus à même de s'emparer de telle ou telle solution. En somme, c'est vraiment un travail qui a d'ailleurs été relativement long à établir, parce qu'on a essayé de faire en sorte que l'ensemble de l'organisation de notre système éducatif, comme on l'évoquait, à la fois riche et complexe, et puis faisant intervenir également les collectivités territoriales, soit associées de la manière la plus intelligente possible. Très bien, merci beaucoup, M. Borst. J'avais une question par rapport à la formation. On a parlé dans territoire numérique éducatif, on arrive à toucher les parents. Vous avez aussi dit que on avait l'apprentissage de l'IA dans toutes les écoles qu'on pouvait soutenir. On a eu une démarche en Finlande à partir de 2018 qui était massive et qui allait au-delà d'un citoyen parce qu'il est le parent d'eux ou d'un citoyen parce qu'il est en formation, mais d'aller former 1% de la population aux enjeux de l'IA. Alors maintenant, ils sont arrivés bien au-delà. Et quelle pourrait être la contribution, au-delà de ce que le fait aujourd'hui le SGPI, sur une formation à plus grande échelle de l'ensemble des citoyens français sur ce que représente l'intelligence artificielle dans son avenir, que ce soit son avenir professionnel, son avenir démocratique, avec l'accès à l'information et comment débunker des fausses informations aussi. Comment on pourrait imaginer que ce soit un investissement finalement sur tout le capital humain français, et qu'est-ce que ça pourrait prendre comme dimension? Alors, c'est une question qui dépasse vraiment le cadre du SGPI, mais je vais essayer de vous dire ce qu'on a essayé de faire là-dessus. On est parti par les usages et applications, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à dire d'une façon générique, il faut sensibiliser les gens à l'IA, parce que dans la réalité, ils le sont d'une façon quasi permanente, que ça soit conscient ou inconscient. Les gens n'ont pas forcément toujours conscience, effectivement, notamment du domaine dans la manipulation de l'information, l'algorithmie dans lequel ils reçoivent quasiment toujours le même flux d'informations qui vient de sources qui sont très limitées. Vous savez, il y a une légende urbaine, peut-être pas d'ailleurs, que nous serions tous à un certain degré d'ascendance ou de descendance de la même famille. Je crois que c'est 5, si je me rappelle bien. Bon, en IA, c'est un peu pareil. Vous puisez vos sources d'informations à l'aune peut-être de 10 sources, point barre, quand il y en a des centaines de millions. Parce que les algorithmes rationalisent et finalement vous font plaisir comme ça. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faudra un jour trouver des solutions. Mais on a quand même lancé des programmes sur la manipulation de l'information. Donc, avec des chercheurs, avec donc des gens qui se plongent dans ces questionnements-là. Comment arriver à donner une information éclairée à des gens d'une façon plus simple, directement sur leur téléphone portable, par exemple, pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Une espèce de fact-checking soutenu par de l'IA. Alors, si je vous donne cet exemple, c'est pour vous dire que je pense que c'est par les sensibilités sur les usages qu'on arrive à adresser la population générale. Pour le reste, on n'a pas aujourd'hui, en tout cas nous, au SGPI, on n'en a pas. Je ne sais pas, vous évoquiez le cas finlandais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà beaucoup plus de 1% de notre population courante qui est sensibilisée à l'IA, que ça soit dans la gestion d'effets spéciaux sur leur catalogue de photos, que ça soit sur de la génération de texte, je l'ai dit tout à l'heure, que ça soit sur ce qui est considéré aujourd'hui comme de la tricherie aux examens, ou en tout cas aux résolutions d'examens, parce que c'est vrai que quand c'est une machine qui fait l'exercice à votre place, on ne peut pas considérer que ça soit quand même satisfaisant, mais ce qui sera peut-être considéré demain comme une capacité à trouver des solutions et donc de rendre des problèmes encore plus complexes. C'est-à-dire de véritablement se mettre à des défis qui soient beaucoup, beaucoup plus compliqués. Et donc, à un certain niveau de classe d'âge, son intelligence soit augmentée, si tant est qu'on a assuré, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on a protégé les enseignements de base au départ. Donc, il y a une dynamique de l'IA qui est cette transformation de société qu'on vit aujourd'hui. Et
franchement, je pense que les générations qui arrivent, et en France, même si on a toujours des problèmes démographiques, enfin, on atteint des niveaux de problèmes démographiques qu'il va falloir adresser, on a quand même 800 000 petits natifs qui débarquent par an et qu'on sur une génération, ça veut dire que dans une vingtaine d'années, on aura des populations qui auront complètement intégré ces dimensions-là dans leur forme de pensée. Et si j'en crois mon environnement direct et probablement le vôtre à tous, on s'aperçoit que ce qu'on appelait les gens les boomers, comme on les appelle aujourd'hui, sont en tout cas digital maintenant. Ils ont intégré le digital et ils commencent à intégrer de plus en plus l'IA. Merci beaucoup. Alors, je profite, vous êtes présente, on a 2 collègues présentes, si jamais vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Comme notre président est en remote, il ne voit pas forcément que vous êtes là, donc n'hésitez pas à vous manifester. Je voulais en venir maintenant à la question de la souveraineté, cette grande question. Vous l'avez abordée un petit peu déjà par rapport à la présence de nos contenus, notre culture, notre langue sur les modèles de LLM. Donc ça pose aussi une part de la question de la souveraineté, mais plus globalement, en gros, l'utilisation croissante des systèmes d'IA pose des questions de souveraineté. La quasi-totalité des technologies utilisées par les particuliers, mais aussi les entreprises, les professionnels, sont américaines, voire chinoises. Mais comment l'État peut-il, notamment au sein des ICC, mais peut-être pas seulement, mais au sein des industries culturelles et créatives, soutenir l'émergence et l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle souverains? On peut émerger et puis parfois on n'a pas le marché, donc comment on peut vraiment pousser pour cette utilisation? Vous avez évoqué les plus petits modèles en disant que voilà, on est maintenant dans l'ère des LLM, mais en fait les plus petits modèles, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Comment le faire? Ces petits modèles, comment ils peuvent viser aussi des publics plus larges? Comment vous prenez dans vos 2 structures différentes en compte les enjeux de souveraineté? Déjà, comment apprécier qu'un modèle soit européen ou français? Comment on l'apprécie? Quels sont les critères d'appréciation capitalistique, sur les données d'entraînement, sur la mise en place de règles éthiques dans son déploiement? Cette grande question de la souveraineté, je vous la pose. Et est-ce que vous pourriez nous donner un peu de perspective sur ce qui peut nous arriver? Merci beaucoup. Réponse en toute humilité et dans la limite de mon territoire de connaissances qui est plutôt centré sur les ICC. Il y a un constat aujourd'hui qui est que, en tout cas dans le domaine des grands modèles et des infrastructures technologiques, à l'exception de Mistral qui est un modèle textuel, les entreprises créatives n'ont pas énormément de choix que de travailler avec des modèles extra-européens qui ont été cités, américains ou chinois. Alors déjà, tous n'ont pas exactement les mêmes conditions, les mêmes vertus ou le même positionnement éthique non plus. On est quand même sur un spectre assez large. Est-ce que encore une fois, le sujet est sur ces grands modèles? Encore une fois, on a un modèle français, mais là aussi, si on parle de Mistral, pour être dans la course des investissements des grands modèles, a dû aussi recourir à un environnement d'investissement privé qui est lui-même pas simplement français et européen, parce que l'échelle des investissements, l'échelle des levées de fonds fait que de toute façon, mettre des frontières françaises n'a pas tellement de sens à ce niveau d'échelle et à ce niveau d'enjeu. Donc, voilà, sur les sujets plus stratégiques, je laisserai Bruno répondre. Ce que je peux dire sur les ICC, c'est qu'il y a deux facteurs, à mon avis, de différenciation et de souveraineté. Le premier, c'est que dans l'utilisation, y compris dans l'utilisation d'infrastructures technologiques,
et de back-end extra-européens, il y a la capacité à déployer à la fois des contenus créatifs, une esthétique créative et même des expériences créatives différenciantes avec une voix française et une différenciation française. Donc ça, je pense que c'est quand même un des grands enjeux des ICC françaises, d'être capable, et Bruno l'a dit, donc ça passe par la langue, mais ça passe aussi par notre histoire. Clairement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que si on devait réduire un peu l'esthétique française, c'est cette espèce de tension permanente entre un héritage historique très lourd, très profond, très dense, très riche, etc., et quand même une espèce de propension comme ça à la modernité, à la rupture, à l'innovation. C'est ce qu'on voit dans le cinéma, c'est ce qu'on voit dans la mode, c'est ce qu'on voit dans le jeu vidéo, même maintenant, qui commence à avoir suffisamment d'histoire pour vivre ces cycles. Et je pense que cette différence-là qui fait que nos marques de mode rayonnent dans le monde entier, que nos films sont primés dans les plus grands festivals, il faut adapter cette esthétique en tirant le meilleur parti des outils technologiques. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sur les infrastructures technologiques elles-mêmes, il est certain que si on veut éviter ce qu'on a identifié comme un des risques, c'est-à-dire une espèce de forme d'entropie et de moyennisation des contenus, parce que finalement, en effet, un modèle qui a une espèce de vache qui rit, qui a mangé Wikipédia, qui a mangé Wikipédia, etc., et à la fin qui crée des contenus créatifs, on va probablement pas créer des chefs-d'œuvre comme ça. Et donc évidemment que l'humain est au cœur de la réponse à cette question, mais aussi des modèles, des plus petits modèles entraînés sur de la donnée propriétaire, créative, avec évidemment ce qu'on peut faire à petite échelle dans le respect de la donnée, des propriétaires de la donnée, etc. C'est ce que font aujourd'hui des entreprises créatives dans la mode, dans le cinéma, etc. En fait, de travailler sur leur propre propriété intellectuelle, leur propre contenu, pour travailler des choses intéressantes. Et ça, ce champ-là et ce combat-là, il n'est pas perdu on est en plein dedans, quoi. Bruno. Alors, je vais répondre en deux temps, une forme très technique, puis après une forme peut-être plus générique. Techniquement, déjà, pour assurer une souveraineté quelle qu'elle soit, la stratégie numéro 1 a été d'assurer qu'on a les moyens, on donne un cadre de moyens pour le faire. Donc, je voudrais illustrer ça par 3 exemples. L'appel à projet Espace et Données, c'est 38 millions d'euros qui touche spécifiquement des espaces de données pour les ICC notamment. C'est-à-dire, en gros, c'est où est-ce qu'on peut rendre accessible d'une façon privilégiée, on va dire, du développement français autour de banques de données et de bases de données culturelles françaises. Important. C'est un peu l'INA moderne, on va dire. C'est une généralisation de ça. La deuxième chose, c'est l'AP commun numérique pour l'intelligence artificielle générative. C'est 51 millions d'aides sur 9 projets à date qui encouragent la création et l'utilisation de contenus en langue française. Donc ça veut dire cette fois-ci, c'est véritablement essayer de dire si vous avez des contenus en langue française qui participent à ce développement en intelligence artificielle souverain, on est prêt à le soutenir. Le troisième, c'est on a rendu éligibles tous les projets culturels innovants à Pionniers de l'IA. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est un programme de 150 millions d'euros qui, lui, vise aux usages de l'IA. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étendu aux ICC la capacité d'être éligible. Donc, en gros, ce n'est pas que des usages technologiques de l'IA, ce n'est pas que des usages recherche de l'IA. En recherche de l'IA, c'est vraiment, on a étendu à ça. Le dernier exemple que je voulais donner, on a financé l'offre de service pour l'Alliance pour les technologies du langage, EDIC, qui s'attaque à la problématique du manque de données européennes, cette fois-ci,
notamment pour la formation, pour les LLM, et à toute l'évaluation de ces modèles. C'est la phrase que je disais tout à l'heure en disant « Attention, il y a un vrai risque de marginalisation des autres langues que l'anglais et le chinois. L'anglais étant l'anglais générique de cuisine. Hein. C'est pas un anglais, c'est pas Shakespeare. Hein. C'est un anglais compréhensible par tout le monde, dans une espèce de nivellement et sans nuance qu'il faut quand même voir ça. Et puis, on a aussi mis à disposition de certains créateurs, les puissances de calcul des grands opérateurs qu'on a mis, notamment Jean Zay, qui sont des puissances de calcul extrêmement considérables. C'est du type de 1 million de milliards de données par seconde. Enfin, c'est des choses qui sont absolument énormes. Et donc, ils ont accès, dans le cadre des programmes d'allocation de ressources, ils ont accès à ça. Donc ça, c'est la réponse un peu technique. Maintenant, la réponse plus générique sur la souveraineté, c'est qu'on a deux stratégies. Une stratégie de souveraineté défensive ou une stratégie de souveraineté offensive. La stratégie de la souveraineté défensive, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les lignes Maginot qui consisteraient à dire ce qui n'est pas inventé ici ne doit pas être utilisé ici. Ça concerne par exemple, ça pourrait concerner un cinéma qui dit parce que c'est américain, je n'utilise pas les méthodes d'effets spéciaux de telle ou telle technologie. Parce que c'est chinois, je n'utilise pas, etc. etc. Le risque là, c'est le risque du décrochage dans le standard international. C'est ce qui a motivé d'ailleurs à l'origine le plan Grande Fabrique de l'Image, c'est qu'on avait constaté qu'au niveau des studios de cinéma, on avait un décrochage par rapport à la qualité des studios qui existaient aux États-Unis et dans d'autres pays comme la Chine ou l'Inde. Donc là, on a dit qu'il faut absolument qu'on relève le niveau et on a donc eu un plan de mise à niveau de tous nos studios de cinéma pour que le rendu des films qui soient produits et créés sur notre territoire soit au même niveau que le niveau international dans notre culture. Ça, on bascule là dans une stratégie de souveraineté offensive. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, se préoccuper au niveau cybersécurité, au niveau de... Nicolas a utilisé le terme pillage de données, qui me semble essentiel. Se préoccuper de ces sujets technologiques, mais ne pas hésiter à utiliser des produits qui soient au bon niveau. Et encourager à côté la recherche et le développement de technologies qui peuvent faire un saut par rapport à ça. Ça existe. Il y a des micro-briques aujourd'hui d'entreprises qui ont des bonnes idées sur des robots qui sont capables de filmer d'une façon particulière. Il y a tout ce qui concerne tous les phénomènes des drones pour faire des nouveaux types de plans. Donc je pense qu'on doit à la fois, on ne doit pas se mettre en retard sous prétexte que les technologies ne sont pas françaises, mais on doit être offensif sur la recherche des prochaines étapes parce que l'aventure de l'IA, on oublie de le dire, ne fait que commencer. Elle nous bluffe parce qu'en quelques années, elle a révolutionné plein de choses, mais elle ne fait que commencer. On est bien en train de parler d'une révolution qui ressemble, d'ailleurs moi je l'appelle la rovolution depuis longtemps, qui ressemble à la révolution industrielle, qui, je le rappelle quand même, a commencé en gros à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, et qui a pris son apogée à la fin quasiment du XXe siècle, avant l'arrivée de ce qu'on va appeler le numérique. Et donc ça veut dire que tout ça s'est étalé sur un siècle. Alors même si ça va plus vite aujourd'hui, on est à l'échelle d'une ou deux générations. Ça veut dire que les technologies qu'on voit aujourd'hui seront considérées comme sympathiques et amusantes dans 5 ans, et puis on ne parle même pas dans 10 ou dans 20. Et je pense que c'est ça la force qu'il faut aussi faire passer aux gens, c'est que les cartes ne sont pas distribuées. Il faut continuer à ce que cette créativité dans ces domaines-là soit soutenue. Et ça passe justement par des applications qui ne sont pas possibles à faire parce que la culture derrière ne permet pas de le faire. Je cite un exemple. Peut-être la complexité de la langue française fait qu'il y a des mises en situation qui ne sont pas possibles avec des outils américains aujourd'hui. Et donc, ils vont pousser des chercheurs à dire il faut qu'on optimise, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on cherche des nouvelles frontières. Et je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin de passer d'un mode souveraineté défensive, où on essaye de mettre des garde-fous partout, à une souveraineté offensive qui est de dire nous, on veut aller encore plus loin sur le plan technologique pour justement que notre culture s'exprime mieux. Je suis assez persuadé qu'on sous-estime
tout ce qu'il y a encore à inventer. On n'est qu'au pic de l'iceberg. Et donc, ça fait forcément peur. C'est pour ça qu'il y a cette question permanente, ça relie à votre question précédente, Madame la rapporteuse, sur le grand public. Il y a forcément cette question d'inquiétude amplifiée par les médias sur les jobs vont tomber. Je vous rappelle qu'en 1895, il n'y avait pas une voiture dans les rues de Paris, et en 1950, il n'y avait plus un cheval. Voilà, ça a duré 2 générations. En 2 générations, les gens sont passés de l'hypomobilité à l'automobile. On passera en 2 ou 3 générations d'un monde dans lequel l'IA n'existait pas, que certains d'entre nous ont connu dans cette salle et en ligne, j'en fais partie, à un monde où l'IA sera partout, d'une façon assez naturelle. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les collègues, vous avez des points particuliers à aborder. Monsieur Chudeau, je me permets de passer la parole parce que c'est plus facile d'être dans la salle. Non, mais je vous vois bien, mesdames, et je suis heureux que vous soyez parmi nous. Donc, ma chère collègue, si vous voulez prendre la parole, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Merci, messieurs, pour toutes ces interventions très éclairantes. Moi, j'appartiens effectivement à cette génération du pré-numérique. Et comme dans une autre vie, j'ai été sociologue des médias avant d'être députée de Paris. Ce sont des sujets qui me parlent énormément. Alors, j'ai beaucoup de questions. Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, donc je ne vais pas être trop longue. Alors, il y a un sujet qui a traversé toutes vos interventions sur lequel je vais quand même revenir, c'est que je vais poser de façon un peu provocatrice, si vous voulez bien me passer le mot. C'est est-ce que l'IA a des valeurs ? Voilà, ça c'est déjà un premier point. Ça a traversé un peu tous les sujets qui ont été abordés, mais c'est un peu ça. Et est-ce qu'on peut faire en sorte que l'IA ait des valeurs ? Parce qu'après tout, l'IA, elle est en perpétuelle évolution. Donc, comment on fait pour justement intégrer cette dimension à ces fameux modèles, etc. Et ça recouvre évidemment tous les sujets dont on a parlé, notamment s'agissant de l'éducation, s'agissant de la question de l'évaluation, s'agissant, vous l'avez effleuré, mais de la sociologie qui fait qu'effectivement, des enfants issus de certains milieux seraient plus favorisés que d'autres à tous les points de vue, et y compris sur ce sujet-là. Il y a un autre sujet qui m'importe et sur lequel nous travaillons d'ores et déjà avec Madame la rapporteure, c'est la question des droits d'auteur. Vous savez que les sociétés d'auteurs ont déjà entamé une démarche pour essayer de faire en sorte que leurs droits d'auteur soient reconnus, notamment parce que les intelligences artificielles s'entraînent, et on parlait des plateformes comme Spotify et Deezer. Tous ces morceaux de musique générés, ils sont générés sur quelque chose, et ils sont entraînés sur de la vraie musique qui a été créée par des vrais musiciens, des compositeurs, etc. Et vous savez qu'il y a une démarche en ce sens en ce moment. Je me demandais si vous aviez un avis là-dessus et si vous vouliez bien nous faire un retour sur ce sujet. Enfin, le dernier point, alors moi je suis absolument persuadée qu'effectivement il y aura des IA natives après avoir eu des digital natives. Quand on a des enfants, on s'en est déjà bien rendu compte, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Mais justement, du point de vue de la souveraineté culturelle de la France, est-ce qu'on peut faire plus dans ce sens ? J'ai bien entendu, vous avez été très factuel sur la présentation des programmes qui existent actuellement, mais si justement on veut faire un peu de prospective, dans quelle direction faudrait-il aller justement pour faire en sorte que cette question de notre souveraineté culturelle, de notre indépendance finalement, à la fois française et européenne, évidemment je la place également au niveau européen, et d'ailleurs c'est un sujet qui a peut-être été un peu moins abordé sur le plan européen. Est-ce qu'on a des démarches qui ont été entamées à ce niveau-là, justement pour faire en sorte que nos IA natives puissent intégrer cette dimension-là. Voilà, je vous remercie. Permettez, on va se les partager, mais bon, l'IA, clairement, à votre question directe, est-ce qu'elle a des valeurs ? Pas plus qu'un ordinateur a une âme. Ça veut dire, restons quand même assez clairement sur l'idée
qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de jugement dans une IA aujourd'hui. Et je vous dis aujourd'hui parce que je voudrais quand même vous donner quelques pistes de réflexion qui vont, je vous ai dit tout à l'heure, on en est qu'au début de l'IA. Les travaux qui sont actuellement menés dans un certain nombre de pays du monde, et d'ailleurs qu'on mène en veille dans certains programmes de recherche très avancés du SGPI, c'est la réflexion entre le numérique et l'organique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on peut utiliser des neurones, par exemple, donc des cellules, est-ce qu'on peut les connecter à des systèmes qui permettraient d'utiliser leur rendement énergétique, qui est très très bas par rapport à nos capacités aujourd'hui de chip, hein, pour faire une IA qui soit encore plus performante et beaucoup plus frugale. Donc, vu sous cet angle, on se dit, c'est pas mal. On va économiser beaucoup d'énergie pour la planète, c'est formidable. Vu sous l'angle, si on commence à mettre le doigt dans la manipulation de cellules vivantes, là, on va commencer à se poser des questions. Et on va arriver à l'idée de, est-ce que la bactérie a une valeur? Mais j'en sais rien. Mais je veux dire, vous voyez, quand je vous dis que ça commence, ça ne fait que commencer. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas opposer le mot artificial intelligence, qui a donné le mot intelligence artificielle, n'a pas le même sens en anglais et en français. Et c'est devenu le nom commun pour qualifier cet nouvel univers dans lequel on est. Mais dans la réalité, on parle bien d'intelligence augmentée, donc au service de l'homme. Donc finalement, l'IA, il a la valeur que l'homme va lui donner. Si vous décidez, comme les Chinois, que l'IA doit mettre au service de la productivité, ce qui est vrai, c'est ce qu'ils ont décidé. Si vous décidez, comme les Américains, que l'IA doit être au service du meilleur rendement possible capitalistiquement, en optimisant tout, c'est une autre optique. Si en Europe, et c'est mon souhait, on réfléchisse effectivement, comme vous l'avez dit, à une forme d'IA qui a une éthique, qui a une approche différente, ça sera un choix de société. Et c'est pour ça que ça va se distinguer. Les civilisations par rapport à l'IA vont se distinguer. Et ça me fait la transition avec la question sur l'Europe. Vous savez, moi, je fais partie de cette génération qui a introduit les premiers micro-ordinateurs en Europe. Eh bien, la perception du micro-ordinateur dans les familles allemandes, françaises et anglaises était totalement différente. En France, on considérait que c'était un outil d'éducation, et on voulait qu'il rentre à l'école, le fameux plan informatique pour tous de Laurent Fabius à l'époque. En Allemagne, on voulait en faire un outil de productivité industrielle, donc ça devait rentrer dans les PME et les PMI, et il n'en avait pas dans les écoles, sauf d'ingénieurs. Et en Angleterre, on considérait que c'était un objet de loisir, et donc que c'était un truc pour faire des jeux, et d'ailleurs, les Anglais dominaient à l'époque le jeu vidéo, au tout début du jeu vidéo. C'est un peu pareil pour l'IA. Chaque société va prendre l'IA et en faire quelque chose qui va être cohérent avec sa philosophie de société intrinsèquement. Si vous parlez du Japon, ils vont certainement utiliser l'IA pour la dériver sur la robotique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent le physical AI, parce qu'ils ont un problème de démographie catastrophique. Ils ont un âge moyen qui vieillit chaque année, comme nous tous, mais eux, le problème, c'est qu'ils n'ont pas les bébés en face pour équilibrer. Et donc, ils se disent, finalement, ça a peut-être une solution pour rendre la vie plus agréable à une civilisation qui va vieillir. Donc, ils vont être très obsédés par le robot humanoïde, comment faciliter les choses, etc., etc. Un autre territoire, je fais exprès de parler de l'Afrique, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup d'IA en Afrique. Eux, ils vont utiliser l'IA pour complètement autre chose, pour accélérer leur développement sociétal. Et donc, aller encore plus loin sur le jumeau numérique, aller encore plus loin sur l'utilisation du téléphone portable pour que les agents IA les aident à aller plus vite vers de l'éducation, de la santé. Donc, on va parler de télémédecine, on va parler d'éducation à distance, on va parler d'université virtuelle. Donc, vous voyez, les deux utilisations vont être à l'opposé. Alors, la France, là-dedans, a une carte à jouer majeure. Parce que Nicolas l'a rappelé, on a une puissance dans notre culture qui vient de notre histoire, mais on a surtout un universalisme exceptionnel. La France, c'est quand même la patrie qui a diffusé les droits de l'homme, un droit à l'éducation, de plus en plus un droit à la santé, demain un droit à la qualité de la vie. Donc utilisons l'IA pour ça. Pas simplement pour faire des films sympathiques sur notre culture, parce que ça, je le soutiens, je vais au cinéma, j'adore ça, et je suis sûr, mais aussi pour dire, attendez, on a un message à faire passer à travers l'IA.
Il faut le faire. Donc voilà comment je l'aborderai, cette question sur notre souveraineté culturelle. J'ai des doutes sur l'Europe, mais je n'ai pas des doutes sur l'Europe en tant que structure économique et politique, loin de là. Au contraire, je la soutiens vraiment très fort. Je pense simplement qu'il y aura des différences culturelles qui viennent des histoires, des terrains, de la géographie, de la géopolitique, et il y aura des socles communs, mais il y aura aussi des approches différentes. Et c'est vrai que, pour revenir sur ce que disait Nicolas sur le pillage des données, elles nous sont précieuses, ces données. Et il faut bien comprendre que c'est là qu'est le cœur le nerf de la guerre, il est là. Vous savez, Bill Gates, qui était quelqu'un qui avait anticipé beaucoup de choses dans les années 90, s'était mis à dire « je vais numériser tous les musées du monde ». Et tous les musées du monde, voyant un déchet qui arrivait, signaient en disant « ouais, c'est cool, on va être sur le web, c'est génial ». Bon, aujourd'hui, avant qu'on signe le Louvre sur l'IA, je demande à voir. Je pense que ça fait partie de la protection. Vous voyez, quand on dit on ne veut pas qu'il y ait des... Il y a le CICE, vous savez, qui protège les actifs stratégiques de la cession étrangère. Eh bien, notre culture, c'est un actif stratégique. Et donc, on doit se mettre ça dans la tête. Et c'est là qu'est la force du truc. Parce que moi, je ne sais pas vous dire... D'abord, je ne serai probablement plus là. Dans 50 ans, ça fait très loin. Hein, j'aurai à peu près 120 ans si je suis encore là. Bon, peut-être que l'IA le fera. Mais je ne peux pas vous dire ce qui se passera. Mais je suis certain, par contre, que ceux qui auront les données auront véritablement les mines de demain. C'est aussi important d'avoir ces données culturelles et cette antériorité que d'avoir aujourd'hui une mine de titanium ou de je ne sais pas quel métal rare enfoui au fond des sols. Et c'est ça qu'il faut tenir. Alors, sur les droits d'auteur, je laisserai Nicolas en parler plus, parce que moi j'ai une position assez tranchée là-dessus, qui est de savoir que ça va évoluer. Donc je pense qu'il faut avoir une position dogmatique en disant on n'y touche pas, parce que ça ne marchera pas, et on sera dépassé. Ni il faut avoir une position en disant on n'en a rien à faire, parce que c'est absolument insultant et inacceptable, en dehors d'être économiquement débile, pour les auteurs. Je pense que ça va évoluer. On a été très longtemps dans le droit d'auteur dans une logique de flux, c'est-à-dire on touche sur ce que les gens consomment, SACEM & Co, pour la musique par exemple. Peut-être qu'il faut rentrer dans une logique de stock, à savoir qu'un auteur peut dire, moi, ma création artistique, je vais la monnayer sous forme de licence, par exemple, en IA demain, auprès d'organismes, soit des organismes fédérateurs qui se transformeront, soit auprès d'organismes et qui géreront leurs droits, parce qu'un auteur n'est pas forcément le meilleur des avocats du monde pour sa création, soit en direct en disant, moi, j'ai créé, je ne sais pas, moi, 1000 chansons, si vous voulez avoir accès à ma base de données de chansons, bah, c'est tant par an, tant par mois, tant ceci, à l'acheteur de juger si il veut Jean-Jacques Goldman ou s'il veut Jean Duchemin, et s'il paye le même prix, ça sera un autre sujet. Mais la base qui aura Jean-Jacques Goldman sera plus riche que celle qui aura que des Jean Duchemin. J'ai aucun problème sur les Jean Duchemin. Excusez-moi de vous interrompre, mais un président, c'est aussi, comme chacun sait, le gardien des horloges. Et nous attendons à 11h30 l'Institut Robert Debré. Et il va falloir conclure. Je suis un peu désolé de vous interrompre comme ça en plein milieu de propos parfaitement intéressants et de ne pas permettre à mes collègues de développer leurs questions. Mais là, nous sommes contraints à la fois par la courtoisie vis de nos prochains invités et aussi par rapport aux horaires techniques qui nous sont impartis. Donc, messieurs, je veux vous remercier au nom de Madame Calvez et de moi-même et de la Commission pour les apports tout à fait intéressants, très détaillés, très documentés que vous avez apportés à notre travail et que vous retrouverez la trace, évidemment, dans le rapport que Mme Calvez présentera à la Commission vers le mois de juin. Merci beaucoup à tous et bonne Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.